bienvenue et merci au village de nous accueillir ce soir. Donc c'est pour moi un grand plaisir de vous réunir pour cette rencontre avec Mathieu Ricard. Alors comme vous le savez, parce que vous êtes tous au moins lecteurs de Oui Demain, Oui Demain explore le monde de demain, donc toutes les facettes du monde de demain. Et à la sortie de chaque numéro, nous organisons un événement ici sur le numéro. Et l'idée, c'est donc un verre avec, c'est intitulé événement. Et l'idée en fait, c'est de faire un débat, une rencontre, une discussion. En l'occurrence, une discussion avec Mathieu Ricard ce soir. Pour le précédent numéro, nous avions fait un débat entre Cédric Villani, le mathématicien que vous connaissez, et Jean-Jacques Hublin, le paléanthropologue du Collège de France, sur l'intelligence artificielle, quand Sapiens rencontre l'IA. Et ce soir, il sera question de tout à fait autre chose. Il sera question d'émotion, de paysage, d'émotion, d'humanité, de paysage, de nature, avec Mathieu Ricard. Alors Mathieu, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît, oui. Mais je ne vais pas te présenter parce qu'évidemment tout le monde te connaît. Mais je vais juste te dire en quelques mots. Donc autrefois tu étais chercheur en génétique cellulaire à Pasteur, l'Institut Pasteur, et tu as changé. Tu es devenu moine bouddhiste, auteur, photographe. Et Mathieu Ricard, dans les questions, dans le numéro de Oui Demain que nous sortons, on a eu envie, avec toute l'équipe de Oui Demain, de faire un numéro un peu optimiste. 18 raisons d'espérer. 18 personnalités, connues ou moins connues, dont Mathieu Ricard fait partie. 18 personnes, femmes, hommes, qui par leur message, leur comportement, leur action, nous donnent encore envie d'y croire. Évidemment, Mathieu Ricard fait partie de ces personnes qui donnent envie d'y croire. On les a appelés les fabricants du possible. Ça ouvre un champ de tous les possibles. Et donc, ce soir, Mathieu, je te propose que nous plongions avec toi dans la lumière. Et pourquoi la lumière? Parce que c'est le titre de ton dernier livre, Lumière, qui paraît aux éditions Alary, et dont tous les droits d'auteur vont être versés à la fondation que tu présides, Carolina Chouchen, qui en fait œuvre au Népal, principalement au Népal, au Tibet, en Inde. Nous fêtons nos 25 ans cette année. Nous avons commencé avec un groupe un peu genre Indiana Jones de la philanthropie, puisque à l'époque au Tibet c'était très difficile, même ne serait-ce que de faire entrer des fonds. Bon, ça m'est arrivé avec un copain de passer des liasses de dollars dans un sac à dos, de les changer à Chengdu, et comme il n'y avait que des dénominations qui correspondaient à 10 dollars, donc on avait 2 valises de billets de banque qu'on mettait sous les lits en voyageant. Et avec ça, en l'espace de 4 ans, entre 2000 et 2004, nous avons fait déjà 80 projets, 25 dispensaires, 25 cliniques. On a finalement construit des ponts. Au début, on a dit, il faut construire des ponts. Je dis, attendez, c'est pas à nous qu'il faut construire des ponts, c'est le gouvernement. Sauf que quand les gens, les nomades à 5000 mètres, ils venaient frapper à notre porte à 5 h du matin en disant, vous avez bien dormi? Je dis, oui, ça aurait pu dormir un peu plus longtemps. Ils s'assied par terre, il dit, on a besoin d'un pont parce qu'il y a des gens qui sont noyés. L'hiver dernier, les enfants sont passés au travers de la glace, il n'y a pas de pont sur 40 km. On a fini par construire 18 ponts, dans des ponts suspendus sur le Yangtze et le Mekong, tout ça sans autorisation, donc c'est un peu le Far West. Après, on s'est organisé quand même. Aujourd'hui, il y a une équipe qui travaille ici, on a 200 personnes en Inde, 60 au Népal, donc je suis un peu dépassé par les événements à mes 80 ans, donc au début, je gérais un peu tout avec une amie, et puis finalement, voilà, maintenant on s'est professionnalisé, comme on dit, mais aujourd'hui, pour être bref, nous aidons à peu près 500 000 personnes par an, en Inde, au Népal et encore un peu au Tibet en dépit de toutes les difficultés. Donc c'est ma venue en France, parce que j'habite principalement au Népal, aussi un peu au Bhoutan. C'est d'une part pour célébrer ces 25 ans, donc on a fait une soirée très enlevée au Grand Rex, c'était vendredi soir, et puis j'étais au Festival de la géographie à Saint-Dié dans les Vosges, je ne sais pas trop ce que je faisais là-bas, mais moi j'étais content. On a parlé dans la cathédrale, et donc aujourd'hui je suis avec vous. Et aussi, l'occasion, c'était ce livre sur la lumière. Donc, c'est un peu comme dans le patinage artistique, vous avez des figures imposées. Donc, j'ai fait un livre sur le Bhoutan, terre de sérénité, sur le Tibet, des regards de compassion, sur l'Himalaya bouddhiste. J'ai fait un livre qui s'appelle 108 sourires. Et puis là, c'est un peu les figures libres. Donc, je me suis un peu amusé à faire une sorte de symphonie chromatique basée sur les couleurs d'arc-en-ciel, en mêlant aussi les 5 sagesses du bouddhisme qui sont liées à 5 couleurs. Et je
sont la transformation de 5 poisons qui empoisonnent notre existence et celle des autres, donc pour faire bref. Mais surtout, photos graphein en grec, ça veut dire littéralement dessiner, écrire, peindre avec la lumière. Alors quand je vous dis, je voulais faire appeler le livre peindre avec la lumière, on dit mais t'es horriblement prétentieux, la peintre, ça prend 30 ans à prendre la peinture. Je dis bah la photographie, ça prend du temps aussi. Moi j'ai mis 65 ans pour développer une certaine façon de regarder les choses. Mais néanmoins, donc j'avais quand même un peu un soutien, puisque Alphonse de Lamartine a dit la photographie c'est l'art de peindre avec la lumière. Donc voilà, j'avais un petit peu des... Et puis, alors au début la photographie était assez mal vue. Ingres avait signé une pétition pour qu'on ne compte pas la photographie parmi les arts, mais l'année d'après il a écrit la photographie c'est mieux que le dessin, mais il ne faut pas le dire. Donc voilà, donc... la photographie a une histoire très riche, notamment la photographie en couleur, qui a été longtemps un peu méprisée, parce que c'est des illustrateurs, c'est commercial, jusqu'à ce qu'un photographe que j'ai toujours beaucoup admiré, qui s'appelait Ernst Haas, qui dirigeait Magnum aux États-Unis, d'origine autrichienne. On a dit qu'il a brisé le plafond de verre de la photographie en couleur. Il est entré majestueusement dans le monde de la photocouleur en disant la photocouleur, c'est pas du noir et blanc plus de la couleur, et la photo en noir et blanc, c'est pas de la couleur moins le noir et blanc, ce sont deux arts qui se complètent, deux symphonies qui sont en harmonie. Donc voilà un petit peu en très bref. Je ne peux pas résister à dire un mot sur l'intelligence artificielle, parce que tu as mentionné la précédente, parce que c'est un sujet évidemment, j'aurais beaucoup essayé de travailler sur une feuille de route pour un monde meilleur. C'est vrai que c'est un des grands défis. Et notamment, ça montre de plus en plus la différence entre intelligence et conscience, entre big data et sagesse. Et donc, c'est un vaste débat et j'espère pouvoir revenir là-dessus. J'ai essayé d'écrire des livres. J'ai un ami qui soutient des traducteurs, parce que les traducteurs du tibétain, ceux que je connaissais au début en France, ils travaillaient à moitié pour Alcatel et à moitié pour faire une traduction parce qu'ils n'avaient pas le sou. Donc il a décidé, qui mariait la fille de Georges Soros, donc il a un peu de moyens, de soutenir les traducteurs pour qu'ils puissent travailler à plein temps pour faire des traductions. Donc il y a un merveilleux groupe en Dordogne, Comité de traduction pas de Macara, qui depuis 30 ans traduit des textes. Donc ce Français qui dirige cette fondation m'a téléphoné un jour en me disant arrête d'écrire des livres idiots, remets-toi à la traduction. Donc il y a 2-3 ans, j'avais besoin d'aide pour ma maman partie à 100 ans, mais je l'ai accompagnée pendant 5 ans et moi j'avais pas le sou parce que j'ai la bonne idée de tout donner, donc je l'ai appelé, donc voilà, j'ai arrêté d'écrire des livres idiots, je me remets à la traduction, donc et du coup il m'a un peu aidé. Donc tout ça l'un dans l'autre fait que voilà, je vis maintenant principalement au Népal, et donc je suis très heureux de vous retrouver ce soir, mon chère amie Olivia, et de continuer juste une petite introduction en passant. Merci Mathieu. Je rebondis sur une chose en fait que tu dis, c'est justement en fait tu donnes tout, tu donnes tout. Bah oui. Alors j'ai voulu m'inscrire au Parti communiste, ils n'ont pas voulu de moi, j'ai été trop extrême. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas besoin, vous comprenez, une Ferrari au Népal, ça ne fonctionne pas, les piscines en pente non plus. Je vais dire avoir des ennuis avec les impôts. Donc quand j'ai vu, parce que mon père était un écrivain connu, donc lui il avait un agent littéraire, c'est très rare en France, il n'est pas là aujourd'hui j'espère, Samuel Latson. Donc si vous voulez... Très connu. Oui, quand j'ai vu le contrat, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et donc je me suis dit, voilà, donc j'ai vu ma chère éditrice Nicole Lattès, que tu as bien connue, qui maintenant pour son protégé Guillaume Allary a fondé sa propre maison, donc j'ai été très fidèle à mes éditeurs depuis le début. Donc j'ai été la voir, j'ai dit écoute, il faut faire quelque chose. Donc les premières donations, Moine Philosophe et le reste, on a fait par la Fondation de France. Hein? Le Moine Philosophe, c'est d'ailleurs entre ton père et toi, est un best-seller. Oui, c'est ça, donc c'est comme ça fait boum d'un seul coup. Du coup, il fallait demander la permission à la préfecture, permission pour donner des sous, c'est fort. Et ensuite, on a fondé Karuna Seychelles, donc ça a bien marché. Et bon, je me débrouille quand même, et puis ça va bien. J'ai pas besoin de grand-chose. Alors j'ai quelque chose de valeur, c'est mes appareils de photo, mon ordinateur, sinon j'ai pas de maison, pas de voiture. Pas si je mens parce que une copine m'a vendu à 700 € une voiture d'il y a 25 ans parce que je devais m'occuper de ma maman. Elle pourrit quelque part en Dordogne, mais voilà. Et justement, peut-être qu'on peut s'arrêter sur ton parcours, même si on le connaît plus ou moins, mais quand même, j'allais dire comment tout a commencé, et c'est une erreur, comment tout a bifurqué? Parce que tu t'es parti oui, c'est pas, j'aime pas trop l'idée de bifurcation, prends le mot qui te convient. de partir, d'abandonner, de laisser les choses derrière.
j'aime bien l'exemple, parce que moi, comme je suis plutôt un montagnard, né en Savoie et terminé dans l'Himalaya depuis plus de 50 ans, c'est de passer un col. Parce que quand on passe un col, des fois ça monte sérieux. Hein. Et là, encore, il n'y a pas longtemps, il y a un an, j'avais déjà 79 ans, je suis monté 8 heures pour arriver à 4005 au Bhoutan, et je me suis dit, bon, maintenant c'est fini. Hein. C'est plus de mon âge, j'ai plus le souffle. Mais je suis quand même arrivé. Et si vous voulez, donc, oui, de quoi je parle? Maintenant, je disais bifurquer, tu m'as dit. Ah oui, c'est ça. Donc, le col, la montée, c'est difficile. Mais quand vous arrivez en haut du col, il y a 50 mètres de plat, et là, c'est tout facile. Et puis, qu'est-ce que vous voyez? Vous découvrez une nouvelle vallée. Et en faisant ça, vous ne reniez pas la vallée que vous venez de quitter. Vous découvrez quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc, j'ai toujours eu le sentiment que si on est dans ce point d'inflexion, en fait, il est très facile. Et c'est pour ça qu'il faut que ça arrive au bon moment. Donc, j'ai passé 6 ans, ou presque 7 ans à l'Institut Pasteur. C'est vrai, je suis la première fois à 21 ans en Inde rencontrer un maître spirituel, grâce au film d'Arnaud Desjardins que j'ai vu en cours de montage, et j'ai vu 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, dont j'ai dit j'y vais. À 21 ans, mon père m'avait la bonne idée de me faire apprendre le grec ancien, le latin et l'allemand. Ça m'a servi à 0 dans l'Himalaya. Donc j'étais malade une fois en Inde, je suis arrivé à l'hôpital, et j'avais une barbe, donc ils m'ont dit « Are you sick ?» J'ai dit « Non, I'm French ». Bon, toujours est-il que... Oui, donc, si vous voulez, si j'avais quitté à 21 ans, ça n'aurait pas été une bonne chose. Bon, mais mon père il était prof de philo à l'époque, il n'était pas encore connu, il n'avait pas encore beaucoup de moyens, ma mère se serrait un peu la vis, et donc il m'avait investi dans mon éducation. François Jacob venait de m'accepter à l'Institut Pasteur, sous un motif tout à fait frauduleux, parce que à l'époque, je jouais de la guitare classique et je contemplais l'idée de m'acheter un clavecin. J'ai bien fait de ne pas l'acheter parce que j'aurais bouffé toutes mes économies qui m'ont servi 7 ans en Inde. Et donc, un ami professeur de médecine qui connaissait François Jacob, lui dit « Oh, ben, il construit un clavecin ». C'était pas vrai du tout. Et donc, François dit « Ce jeune homme, s'il construit un clavecin, il ne doit pas être mauvais ». Donc, il m'a pris. Il y avait seulement deux doctorants chez lui, c'est un tout petit labo en fait. Et donc, si j'avais claqué la porte à ce moment-là, ça aurait été. Probablement, je n'étais pas prêt. Donc, c'est un peu comme un fruit. Quand le fruit n'est pas mûr, vous tirez dessus, vous cassez la branche et tout ça de la pomme est mangeable. Quand elle est mûre, ben, vous la touchez à peine et vous tombe dans la main. Donc, c'est vrai qu'au bout de 6 ans, d'avoir fait chaque année un voyage pendant mes vacances d'été d'1 mois, 1 mois et demi, et au bout de certain temps, les choses ont mûri, j'ai fini ma thèse, j'ai publié les articles. François Jacob voulait m'envoyer faire un postdoc quelque part aux États-Unis. Et en gros, je lui dis, mon postdoc, je le fais dans l'Himalaya. Il était un peu surpris, un peu déçu, bien sûr. Il avait 2 étudiants, le pauvre, il en a perdu la moitié. Donc sa fille m'a dit, enfin, quand même, il n'a pas compris. Quoi. Je l'ai revu 30 ans plus tard, et tout ce qu'il m'a dit, c'est « Vous avez bonne mine ». C'est vrai. Et j'ai rencontré un de mes anciens collègues de Pasteur qui avait juste la pièce à côté, qui travaillait sur la régulation du gène du maltose. C'était important pour connaître la façon dont la régulation l'expression des gènes, c'est pas de tout anodin. C'était pour ça que François Jacob et Monod ont eu le prix Nobel. D'abord, ils ont trouvé l'ARN messager, qui était très à la mode il y a 3 ans. Qui est revenu. Et puis en plus, ils avaient aussi comment le code génétique se traduit et transcrit. Et donc, simplement, je l'ai revu donc 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard, quand je suis revenu faire une petite visite à Pasteur. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, il avait un labo pour lui. Il m'a dit, ben, je travaille sur la régulation des gènes du maltose. On s'est regardé un peu en silence. Et en gros, je me suis dit, je l'ai échappé belle. Enfin voilà, donc du coup, j'ai vécu comme ça dans l'Himalaya. Et donc, c'est pour ça que quand le moine et le philosophe m'a pris un peu par surprise, ben, je ne me rendais pas compte si c'était le début d'une opportunité ou le début de mes ennuis, parce que ma vie a beaucoup changé. Je pensais qu'après le moine et le philosophe, j'allais repartir tranquillement dans mes pénates. Si je peux vous raconter l'histoire, c'est quand même assez rigolo, parce que, donc, ma mère, Yann Le Toumelin, a dit à une amie éditrice, vous savez, ces deux-là, ils devraient discuter, donc mon père et moi. Donc un jour, on venait d'avoir un téléphone au Népal. Là, j'étais en monastère au Népal. Il fallait payer des bakchis énormes pour avoir un téléphone. On a un téléphone. Et je reçois donc un téléphone dans le bureau où je travaillais, les archives, les publications. Et une dame me dit donc,
est-ce que vous voulez faire un livre de dialogue avec votre père? Jusqu'à là, je n'avais fait aucun livre, j'avais fait quelques traductions, mais c'est des traductions du tibétain, on ne trouve pas ça dans les kiosques. Et donc, si mon père, vous ne vous rendez pas compte, un philosophe athée qui bouffe du curé, excusez-moi, j'ai dit ça l'autre jour dans ma cathédrale, il y avait le curé devant, j'ai fait une bêtise. Donc, je dis, mais il n'y a aucune chance qu'il veuille dialoguer avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils. Alors, j'ai demandé lui, puis je me dis, je ne vais jamais entendre plus parler de ces gens-là. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée, ce que mon père refusait jamais, c'est de l'inviter à déjeuner chez Maxime. Et donc, comme le font certains éditeurs, parfois pas les miens, heureusement, il lui proposait de faire un livre sur ceci, sur cela. Évidemment, mon père, il dit toujours, je sais que j'ai envie d'écrire, je n'ai pas besoin comme ça donne des idées. Et paraît-il, au dessert, ils lui ont dit, est-ce que vous feriez d'or avec votre fils? Il paraît que là, la poire lui est tombée de la bouche, il a dit, ça, je ne peux pas refuser. Donc, retéléphone, il a accepté. J'ai dit, ah, je suis dans le pétrin, il va me passer au rouleau compresseur. Donc, me rappeler dans mes antécédents de joueur de foot, j'ai dit, je joue sur mon terrain, qui vient au Népal, sinon je ne bouge pas. Donc, il est venu. Je l'ai emmené dans un resort dans la montagne, il y avait un chemin un peu chaotique, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on va, c'est le bout du monde. Puis on est arrivé dans un magnifique endroit qui dominait la vallée de Katmandou, et on a parlé matin et soir, matin et après-midi, pendant 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, entre nous, enregistré, en 10 jours, c'était le livre le plus facile que j'ai jamais fait, on l'a un peu revu pendant 3 mois, et ça a fait boum. Bon, alors après ça, je pensais que c'était fini, sauf qu'il y a eu d'autres occasions. Et donc, j'ai écrit d'autres bouquins, dont Plaidoyer pour l'altruisme, qui m'a pris 5 ans de boulot acharné. Et donc, voilà. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'était pas prévu. Autant quitter l'Institut Pasteur, c'était mûri. Autant ça, ce maelstrom m'est tombé dessus. Et donc, l'idée, c'était aussi, finalement, qui s'est imposée, c'est de partager des idées qui me sont chères et d'utiliser les moyens qui venaient à moi. Non seulement les droits d'auteur des livres, mais de rencontrer des gens qui étaient prêts à nous aider, qui sont venus en partie à cause du livre, pour mener à bien ces projets humanitaires. Voilà, donc en gros l'histoire. Et c'est pour ça que je suis là. Sinon, je ne serais pas là du tout, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Alors aussi, pour vous dire, ça vous donne... Vous ne prenez pas la tête à propos de ce qu'on appelle la notoriété, parce que ça peut venir un peu... progressivement. Moi, comme c'est venu du jour au lendemain, j'étais la même personne la semaine d'avant. Des gens qui s'arrêtaient en voiture, je peux vous emmener quelque part, je dis, je viens d'arriver, c'est vrai, on fait le tour du pâté de maison, je voudrais parler. Bon, c'était sympathique. Puis en plus, j'ai un peu l'air d'un drapeau ambulant, donc facilement identifiable. Et donc, du coup, voilà, ça continuait, puis je me dis, ça va se calmer. Là, récemment, j'ai marché dans la rue, en une demi-heure, on m'a proposé de faire 3 conférences. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, c'est bien. Bon, voilà. Donc, je suis avec toi aujourd'hui, mais sinon, c'est un peu fini. Oui. Alors, c'est peut-être une question un peu indiscrète, mais sur ce chemin, donc, lumineux, je n'ai pas fait la métaphore que lumière, mais tu as eu des moments de doute, de regret, de vacillement ou jamais? Ah non, parce que j'aurais pu regretter si je m'étais décidé à 60 ans, mais enfin, à 27 ans, prendre la retraite, on ne peut pas regretter trop quand même. C'était difficile d'aller plus vite, franchement. Non, c'était vraiment du bon moment. Et là, c'est vrai qu'à la fin, rester plus longtemps, ça m'aurait coûté. Ouais. Et avant, ça aurait été prématuré. Donc, c'était vraiment le très bon moment. J'avais bien, terminé ce que j'avais fait. J'allais faire quelque chose d'autre. Peut-être revenir plus tard à Pasteur. Mais enfin, bon, c'était... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui serait passé. Alors, ma mère, évidemment, toutes les mères, elle dit, il aurait eu le prix Nobel et tout. C'est une blague, ça. Qui sait? Hein? Qui sait? Oui, qui sait, bien sûr. Et alors, ce livre, donc sur la lumière, moi je me suis dit, quand j'ai découvert l'ouvrage, après j'ai compris en le lisant, mais au départ, en découvrant l'ouvrage, c'est un très bel ouvrage, je me suis dit, mais pourquoi lumière? Pourquoi pas éveil, conscience, beauté? À cause de l'étymologie et je voulais vous laisser peine avec la lumière, mais j'ai fait face à une résistance systématique de mes amis, et j'ai quand même poussé avec l'éditeur, non, lumière c'est mieux. Je dis, lumière c'est bien. Mais tu en parles de la lumière, tu dis justement, même la photographie, c'est pas, alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas immortalisé, parce que souvent on dit la photo immortalise, elle fige le temps. Non. Toi, tu dis presque l'inverse. J'oublie ce que je disais, mais... non, tu dis en fait, c'est une trace lumineuse. J'ai un peu oublié. La trace lumineuse. Hein? La trace lumineuse. Oui, c'est-à-dire que, en gros, le peintre, alors je vais quand même faire mon parallèle avec la peinture, on m'a dit, il ne faut pas faire ça, mais... Non, mais si tu peux là. C'est pas grave.
Donc, la peinture peint avec des choses matérielles. Donc, vous avez une toile. D'ailleurs, ma mère qui était peintre citait Matisse qui disait il faut laisser l'éclat du blanc ressortir derrière les couleurs. Donc ma mère, par exemple, n'utilisait pas le blanc en tant que couleur. Elle commençait à mettre des couleurs qu'elle enlevait pour qu'il y ait une transparence. Donc c'est vrai que mais quand même, malgré tout, c'est des objets, c'est matériel, c'est une toile, c'est des pinceaux, c'est des peintures, ça a une certaine épaisseur. La lumière est reflétée, n'est pas émise par une peinture. Et donc, si vous voulez, le peint avec tandis que le photographe peint avec la lumière et le temps. Hein. Donc c'est quand même différent. Et c'est sûr que la lumière, c'est à la fois quelque chose d'éphémère. On sait très bien que s'il y a... Alors moi j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage immobile. J'ai fait ce qu'aucun photographe, y compris moi, n'aurait pu faire, c'est de rester 1 an assis sur son derrière à attendre la lumière. Sauf que j'attendais pas, j'étais en retraite dans mon ermitage. Alors oui, l'ermitage fait 3 mètres sur 3, mais j'ai une fenêtre qui fait la taille du mur et je vois 200 km d'Himalaya jour et nuit, sous la lune, etc., avec les étoiles. Donc tous les 15 jours, il y avait un moment magique, une lumière incroyable à l'aube, parfois la lune, la nuit. Et puis je voyageais avec mes objectifs, hein, il y avait tout l'Himalaya à 100 km, donc parfois avec un gros télé, je pouvais prendre des choses de près, j'avais des oiseaux sous mon ermitage le matin. Donc, comme ça, c'est un moment magique, mais la lumière, quand c'est vraiment, on est pris par ça. Cartier-Bresson disait, on ne prend pas des photos, c'est elles qui vous prennent. Et ça, c'est tout à fait vrai. Des fois, ça vous saute aux yeux, encore faut-il voir. C'est David Henry Thoreau, donc vous savez, il se promenait 4 heures par jour dans les forêts, et il disait, l'important c'est pas ce qu'on regarde, parce qu'on peut regarder comme ça, et puis on va voir, moi soit je suis dans une pièce, puis je vois pas très bien qu'il y avait toutes ces photos sur le mur. C'est regarder, ça ne suffit pas pour vraiment voir les choses. Donc là, c'est vrai que quand l'œil s'éduque en faisant de la photo sur des années, on apprend à voir des choses qui peut-être nous auraient échappé. Alors ça peut être les détails d'une écorce. Combien de fois je suis passé auprès des arbres en promenant sans vraiment regarder les écorces? Quand on regarde, il y a des choses incroyables. Et puis, je ne sais pas, c'est ces moments magiques, comme un flocon de neige qui vous tombe dans la main, l'odeur le goût d'une tranche de mandarine, l'odeur d'une prairie après la pluie. Bon, ça, c'est des émerveillements olfactifs ou autres. Et de même, il y a des événements visuels, ça peut être le regard d'un enfant avec un clair-obscur, ça peut être le sourire d'un vieillard édenté, même ça ne dure pas longtemps. Donc c'est vraiment être là pour ce moment, c'est pas le figer, mais c'est lui donner vie pour plus longtemps. Et après, moi des fois je regarde certaines photos de ceux des grands photographes qui m'ont inspiré. Ça arrive que je regarde une photo pendant 10 minutes, j'ai l'impression d'être une terre sèche qui absorbe de la pluie, et ça rentre en moi, et ça éduque mon regard. Et c'est ça qui fait une belle image. C'est une image qui vous reste en mémoire, qui continue à vous inspirer. C'est Joan Miro, le peintre, qui disait il y a des images qu'on voit tous les jours, auxquelles on ne pense jamais, et des images qu'on voit 15 secondes et dont on se souvient toute sa vie. Donc c'est ça qui fait peut-être une bonne photographie. Alors je reviens justement sur ton livre. J'ai choisi, c'est pas très difficile parce que c'était 2 photos plein pot, si j'ose dire. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'histoire de ces photos où tu as le ciel et la terre qui s'embrassent même. Alors oui, si j'avais un écran, je vous montrerais ce qui s'est passé. Vous avez le livre à disposition. Oui, mais là, bon, j'ai rien amené. Mais non. Mais en l'espace d'1 minute, j'ai eu 3 photos qui, chacune en elle-même, est suffisamment différente et frappante pour avoir finalement terminé dans un ou l'autre de mes livres. Donc j'étais à 4500 mètres, en route vers le mont Kailash, à l'extrême ouest du Tibet. Donc c'est des régions assez désertiques, et puis il y a des cols enneigés, de nouveau des grands plateaux, donc 2 ou 3 jours de voiture, K1, Ka. À l'époque, on traversait des rivières à gué, donc l'eau arrive au niveau de la fenêtre de la voiture pour ne pas se planter.
Et puis, donc, arrivé à proximité du mont Kailash, c'était donc vers le coucher du soleil, crac boum, je vois, donc comme on est si haut, le ciel est très près, disons les nuages, donc les nuages, c'est pas de la brume, c'était des nuages qui étaient au niveau de là où on était. Donc je vois cet éclairage incroyable, donc on arrête la voiture, je descends, et puis si je pouvais vous montrer l'autre photo, à ce moment-là, il y a quatre chevaux avec un cavalier, des chevaux noirs, un brun, un noir et un blanc, le cavalier qui arrive. Donc pareil, moment magique, j'ai eu le temps à peine de prendre 2 photos parce que c'était à l'époque des diapos. Et puis, peut-être 1 minute et demie plus tard, le ciel s'est assombri et là, j'ai un embrasement. Tout est rouge, le sol, le ciel, etc. Tout ça en l'espace de, disons, 2-3 minutes. 3 photos qui sont restées dans ma collection. Donc, c'est vraiment, ça peut être les opportunités qu'on voit en se déplaçant ou en restant assis pendant un an et puis elles viennent à vous, mais évidemment pas toutes les 10 minutes, quoi. Et puis tu as cette photo, alors c'est un peu micro, là on est presque macro. Oui, alors là, par exemple, donc, on a eu l'idée, alors d'abord j'avais fait un plan du livre avec très structuré, c'était lumière minérale, donc comme j'ai passé pas mal d'hiver en Dordogne pour m'occuper de ma maman, puis la Dordogne l'hiver pour la photo, c'est un peu, les feuilles sont tombées, tout est noir, ça pourrit, donc c'est pas très beau, on va pas dire que c'est très émoustillant pour un photographe qui vient de l'Himalaya. Alors je me suis un peu rattrapé, j'ai fait le Baïkal dans des flaques d'eau avec de la glace, il y a une photo ici. Enfin bon, donc je lui ai dit, je vais aller sous terre. Il y a des magnifiques grottes, et j'ai fait des photos que j'aimais bien, mais ma chère maquettiste, Juliane Cordès, m'a dit, mais ça c'est de l'éclairage artificiel, en dépit de la beauté des minéraux. Donc elle voulait pas. J'avais fait donc lumière minérale, lumière de la terre, lumière de l'eau, lumière végétale animale, lumière des cœurs, lumière spirituelle, lumière des montagnes, lumière du ciel. J'étais très fier de mon ordre. Finalement, c'était beaucoup trop structuré. Donc, ils m'ont fait parler. Mon éditeur Guillaume Allary, je connais bien, Juliane Cordès qui a fait la maquette, et Emmanuel Alquin qui a fait tous mes livres, avant à la Martinière, maintenant en freelance. Donc, j'aurais parlé du symbolisme des couleurs dans le bouddhisme, avec les couleurs, les directions du mandala, les 5 sagesses qui sont associées à 5 lumières, la transformation des 5 familles, voilà, c'est bien mieux, c'est plus intéressant que d'essayer de retracer l'histoire de la photocouleur, etc. Donc on a reconstruit le livre au fil des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on commence par le blanc, qui est un peu la fusion de toutes les couleurs, et l'idée c'était de mêler comme ça des volutes. Là c'est un moine qui tient un encensoir. Là, c'est typiquement le truc qui dure 3 secondes. Et j'ai vu à l'autre bout du temple cette scène parce qu'il y avait un éclat de lumière sur ce moine qui était accroupi pour essayer de souffler sur un encensoir. Donc on voit sa tête qui est à peine perceptible au sein des volutes. Et puis là, c'est pas là, mais c'est dans le livre. Vous pouvez le montrer. Tiens, le micro, une seconde. Absolument. Et donc, je l'ai associé. Expliquer aussi les 5 couleurs de la sagesse, le mandala. Parce que tout Oui, le monde, alors je pense, je n'est pas familier. Donc l'idée, tiens, donc l'idée c'était d'associer cette image à celle d'une cascade de 70 mètres de haut, une chute d'eau en Islande, où c'est à peu près les mêmes volutes, mais aussi bien les volutes, on pourrait dire que c'est presque immatériel, on ne peut pas les saisir, même si bien sûr il y a quand même quelque chose, c'est la cendre d'ensemble. Enfin, ça n'a rien à voir avec la puissance colossale de cette chute d'eau. Et en même temps, on retrouve exactement les mêmes motifs. Donc voilà, c'est un peu l'idée de décliner les couleurs en partant du blanc, ensuite le jaune, ensuite et alors avec des nuances, parce qu'on ne peut pas que avoir des photos complètement jaunes, ça va être trop difficile de trouver des bonnes photos qui soient absolument jaunes, absolument rouges. Donc le jaune, le rouge, oui, tu peux montrer le mandala au début. Ouais, et raconte-nous justement ces couleurs. Voilà, donc il y a les 5 couleurs. Et donc on a aussi des nuances. Donc ce mandala, c'est un support de méditation. Normalement, on le visualise en 3 dimensions. Et donc l'est est blanc, correspond à une des sagesses, la sagesse semblable à un miroir. Le sud est jaune, ça correspond à la sagesse toute égalisante. Et alors, le nom de le rouge est à l'ouest, au nord le vert et le bleu au centre. Donc par exemple, pourquoi la sagesse toute égalisante?
c'est la transformation de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est justement le contraire de l'égalité. C'est moi, je suis un champion, tout le reste, c'est des imbéciles. Et donc, comme on dit dans les enseignements tibétains, l'eau des qualités spirituelles ne demeure pas au sommet du rocher de l'orgueil. Donc, c'est un poison mental parce que on ne fonctionne pas bien dans l'existence par rapport à soi-même et aux autres. Et tout égalisante, ça veut dire que si on perçoit que tous les êtres ont la nature de Bouddha, même ceux qui apparemment ne comprennent pas forcément très bien dans le monde, mais qui ont comme une pépite d'or au fond d'eux et qu'il suffirait de la faire venir à la surface et de la nettoyer un peu, que l'or lui-même n'est jamais corrompu, même s'il est tombé dans la fange, qu'il n'est pas amélioré quand on l'amène à la surface et qu'on le fait briller. Donc, dans le bouddhisme, il y a toujours cette espèce de bonté primordiale qui est parfois couverte de toutes sortes de couches de sédiments et qui sont justement ces poisons mentaux, mais qu'au fond de soi, il y a toujours cette possibilité. C'est aussi ce que Nelson Mandela disait à propos de ses geôliers, au bout de 30 ans. Il disait, si on va au fond du fond, on trouvera toujours quelque chose de bon dans la nature humaine. Donc l'idée pour moi dans la photographie, c'était non seulement de susciter l'émerveillement devant la nature sauvage, la part sauvage du monde, mais de redonner confiance dans la nature humaine, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons que nous savons tous, on peut facilement tomber dans le syndrome du mauvais monde. L'homme est mauvais, tout le monde s'entremassacre, et ce sont des déviations terribles, et on peut devenir des psychopathes, commettre des massacres de masse, mais aussi bien le bouddhisme que les études en psychologie expérimentale faites depuis 20 ans, 30 ans, a montré qu'en tant qu'animal social, des très jeunes enfants de 1, 2, 3 ans, 4 ans sont davantage portés à la coopération que la compétition, apprécient des personnes qui se comportent bien les uns envers les autres. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont montré ça. Donc même si on peut devenir des psychopathes, commettre des actes absolument innommables, néanmoins, globalement, nous avons prédisposition plus forte à nous comporter décemment les uns envers les autres. C'est ce que j'ai appelé dans un chapitre de plaidoyer pour l'altruisme, la banalité du bien comparée à la banalité du mal de Hannah Arendt, à savoir que la majorité du temps, la majorité des 8 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Et le problème, c'est que l'évolution nous a équipés pour réagir à un danger potentiel. Là, nous sommes tranquillement assis ensemble, et si brusquement il y avait une explosion quelque part, tout le monde se mobilise instantanément parce que c'est un danger potentiel. Donc ce qui est déviant, ce qui est extrême, attrape notre attention. Donc évidemment, les médias, de plus en plus maintenant avec les fameux algorithmes, ont tendance à récupérer ça. Et donc moi je me rappelle une fois avoir été convoqué dans un journal télévisé, et on m'a dit on va vous demander de commenter les 5 titres de l'actualité. Alors je regarde et je dis vous n'avez pas une bonne nouvelle? Il y en a quand même dans le monde. Il y a des gens qui font, mais ça c'est pas une nouvelle, parce que si je sais pas 100 personnes à Lyon aident des personnes âgées, on va mettre pas ça au journal télévisé. Si une personne âgée est malheureusement assassinée à Lyon, vous êtes sûr que vous serez au journal télévisé. Donc cette déformation-là se fait pas forcément avec un parti pris, mais elle vient du fait que c'est ça qui mobilise notre attention. Peut-être certains d'entre vous récemment à Bruxelles, nous avons ce qu'on appelle les journées émergentes que nous faisons tous les ans depuis 16 ans. Il y a à peu près 1500 personnes qui viennent cette année sur la liberté. Et il y avait un chercheur qui travaille sur les algorithmes et qui nous a rappelé comment Facebook, et ça Yuval Harari on parle dans Nexus, a été un instrument capital pour le massacre des Rohingyas au Myanmar. Pourquoi? Parce que les vidéos de ce moine complètement timbré qui prenait la violence étaient infiniment amplifiées par les algorithmes de Facebook. Il y avait un seul modérateur en Birmanie qui ne faisait pas vraiment son boulot. Facebook disait oui, nous on produit du contenu, puis c'est aux gens de voir s'ils veulent regarder ou pas. Sauf qu'il y avait d'autres moines qui disaient absolument pas, l'essence du bouddhisme c'est l'amour, la compassion, la bienveillance, mais que ces vidéos-là, dès que c'était fini, les algorithmes vous envoyaient automatiquement de nouveau sur ce moine tueur, comme on l'a appelé. Et puis comme les gens sont fascinés par ce qui est mauvais, il restait plus longtemps,
non pas parce qu'ils aimaient ça, mais parce qu'ils trouvaient ça peut-être abominable, enfin ils regardaient ça, et du coup les algorithmes ont amplifié, et ça a probablement causé la mort de milliers de personnes, à cause de cette influence donc, néfaste de Facebook. Il y a des gens de Facebook qui ont sonné l'alarme, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on fait des sous, donc ça n'a pas marché. Donc vous voyez, du coup, ça nous fait détourner le regard sur la bonne part de l'être humain. Moi, j'ai un immense respect pour les photographes de guerre et ceux qui nous montrent des images atroces qui mobilisent l'opinion, et j'ai beaucoup d'amis parmi ces photographes. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais pu prendre, je peux vous assurer, j'en ai vu des images de souffrance en Inde, au Népal, au Tibet, dans le tremblement de terre. Et voilà, je ne me suis jamais résolu à prendre des images, je me suis dit, c'est pas ça que je veux partager. Et c'est un parti pris, mais je l'assume pleinement parce que voilà, j'étais à Visa pour l'image, le Festival des photojournalistes, il y a 15 ans, c'est l'époque du Kosovo, et il y avait des images sur le Kosovo, il y avait les drogués à Brooklyn, les mafias en Sicile, et il y avait 2 expositions qui donnaient un peu de bonne idée de la nature humaine. C'était celle d'Olivier Folmy sur l'Himalaya et la mienne, donc on est devenus copains. J'ai rencontré là-bas aussi Hervé de la Martinière et l'artiste Bertrand, donc on a fait équipe. Et depuis, donc, j'ai publié mes livres chez Hervé de la Martinière, qui est disparu l'an dernier. Et donc voilà, donc si vous voulez, c'était l'idée que c'est ça le parti pris. Donc un peu en réponse à ça, j'avais fait un livre en noir et blanc qui s'appelait Visage de paix et terre de sérénité, pour essayer. Alors là, c'est la première fois que j'ai eu des critiques, parce que les photos en couleur, c'est toujours, on est des illustrateurs, on n'est pas des artistes, c'est un peu comme ça. Et là, le livre en noir et blanc, alors là, j'ai eu des trucs dans les articles, reporter de paix, etc., quel photographe. Bon, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment des compliments. Mais généralement, on me demande plutôt, il est bien votre livre, mais qu'est-ce qu'a fait les photos? Et même dans une exposition, c'était un peu fort quand même. J'ai exposé au Festival de la Nature de Montier-en-Der avec Jim Brandenburg et Vincent Munier. J'avais écrit des petites phrases en dessous de photos. Il y a une dame qui venait me dire, j'aime bien les phrases que vous avez écrites, mais qu'est-ce qui a fait les photos? Et pourtant, ça fait 60 ans qu'il fait des photos. Ça fait 60 Alors ans. quand j'ai exposé à Arles, pareil. Une dame aussi m'a demandé ça. Une dame, c'est pas forcément des dames, mais enfin. Alors j'ai dit à mon éditeur, un jour j'étais chez lui à dîner et j'avais ce livre Voyage immobile qui sortait. Et il ne m'a pas cru. J'ai dit, bah, écoute, fais l'expérience avec tes invités. Ben, ça n'a pas raté. Il y a un petit texte sur la solitude volontaire et la solitude forcée, qui est vraiment un état d'esprit extrêmement délétère. C'est un état mental les plus délétères qui soit. La solitude au sein de la foule, finalement. Ça mène à l'addiction, à négliger votre santé, à toutes sortes de choses. Puis il y a la solitude volontaire, un photographe comme Vincent Munier qui passe des journées à 37 panthères assis à moins 20 dans la neige, et puis moi qui passais 5 ans en retraite solitaire, où c'est une solitude très riche, où on se sent très connecté avec le reste du monde. Et donc j'avais ce livre qui venait de sortir, donc Hervé l'a monté à ses invités, et ça n'a pas raté, il y avait un petit texte, ah c'est bien, mais qu'est-ce qui a fait les images? Donc voilà, j'ai pas le karma. Donc j'insiste, Au bout de 15 livres de photos. toutes les photos sont de Mathieu Ricard. Garantie. 90 photos? Hein? 90 photos? Oui, à peu près. Inédit. C'est le 15e livre quand même. Ces jours. Alors, je reviens. De devenir pro. Oui, je reviens sur une dualité qui est un peu occidentale, hein, qui est on oppose toujours le bien et le mal et la lumière et l'ombre. Oui, Et est-ce que dans la tradition bouddhiste, alors, je parle en béotien, juste pour peut-être le plus facile, nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, hein, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'on peut progresser, parce que rien n'est gravé dans la pierre. C'est ce que les neurosciences vous disent avec la neuroplasticité, et c'est ce que le bouddhisme vous dit avec l'entraînement de l'esprit. Hein, tout le monde apprend à lire, à écrire, personne ne naît en sachant lire, écrire, jouer aux échecs, au piano. Donc on apprend, on va à l'école, bon gré mal gré, on se forme professionnellement, comme vous l'avez toutes et tous fait. Par quel mystère est-ce que des qualités humaines fondamentales, comme la liberté intérieure, la force d'âme, la bienveillance, la compassion, la résilience, seraient au top dès le départ, ou alors au contraire seraient gravées dans la pierre et immuables? Ça n'aurait pas de sens, des qualités aussi importantes. Simplement, peut-être on n'a pas trop on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les amener à leur point optimal. Donc toute l'idée du chemin, notamment du bouddhisme, c'est de prendre ces qualités, de les cultiver par l'entraînement, parce que nous avons tous eu des moments de bonté inconditionnelle vis-à-vis d'un être cher, un enfant innocent ou un animal.
Mais ça dure 15 secondes, 30 secondes, puis après on pense à autre chose. Qui d'entre nous a passé une demi-heure à essayer de nourrir, cultiver cette pensée de bienveillance inconditionnelle, quand elle décline, la raviver, quand on est distrait, revenir. C'est ça qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. En Occident, on appelle ça méditation. Mais en fait, les mots sanscrits, bhavana, ça veut dire cultiver, donc cultiver une qualité. En tibétain, gom veut dire se familiariser avec quelque chose. Donc c'est une capacité avec laquelle on se familiarise. Donc ça prend du temps. Et donc c'est vraiment, évidemment, un chemin passionnant. Qu'est-ce que tu as... Donc c'est un peu comme l'art du jardinage, non, je rebondis. C'est-à-dire en fait, cultiver, tu dis. Cultiver, entretenir, on peut finalement, même si on a une petite lumière intérieure, la cultiver, entretenir comme un jardin. Quoi. Voilà. Oui, effectivement, on peut. La lumière intérieure, dans ce cas-là, c'est, par exemple, la lumière d'un maître spirituel, c'est pas une beauté hollywoodienne ou grecque, c'est vraiment cette lumière de la sagesse, de la compassion, de la bonté humaine, amenée à son point ultime. Donc ça transparaît souvent sur le visage de ces maîtres hommes ou femmes. Et on peut dire que c'est la lumière de l'éveil, c'est sûr. Et ça, quand j'ai quitté l'Institut Pasteur pour aller à Darjeeling, auprès de mon premier maître, j'ai passé 7 ans sans bouger de Darjeeling, dans un petit ermitage. Alors à l'époque, il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau courante, à 2000 mètres quand même. Mais c'était les années les plus heureuses de ma vie parce que j'avais vraiment réalisé ce que je voulais faire. Et après, je suis allé au Bhoutan pendant 10 ans, etc., etc. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment cultiver cette lumière de la liberté intérieure, de toutes ces qualités spirituelles. On peut appeler ça lumière par rapport à l'ombre de nos poisons mentaux. Et bien sûr que, donc si c'était impossible de transformer quoi que ce soit, il vaudrait mieux pas se révolter contre ce que nous sommes. Donc l'idée, j'apprends à laisser, c'est ça qui fait... c'est pour ça que je suis unique, c'est ça qui fait ma personnalité. Bon, c'est un peu facile, hein, c'est un peu comme de renoncer à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à Hong Kong une fois dans un déjeuner qui m'a dit, pour moi, tout est parfait dans ma vie, moi y compris. Bon, là j'ai raconté ça à un de mes maîtres bouddhistes. Il m'a dit, soit il est devenu un Bouddha, soit il est vraiment idiot. Alors, je ne vous dis pas lequel j'ai pensé, mais enfin voilà. Donc, si c'était impossible, comme dit le Dalai Lama, si on ne pouvait pas se débarrasser des causes de la souffrance, vous voyez, prendre une bonne bière, aller à la plage, surtout pas s'inquiéter, parce que c'est s'inquiéter doublement. Mais si c'est possible, c'est comme de savoir qu'on a une maladie, c'est-à-dire surtout pas de docteur et pas d'hôpital, parce que je reste comme ça. Donc, l'important, c'est est-ce que c'est possible? Alors, pour le bouddhisme, on donne des images très souvent. Mon père, quand on a fait ce dialogue, il dit, oh, qu'est-ce qu'il a comme image dans le bouddhisme? Si vous voulez, la nature première de la conscience, pour le bouddhisme, c'est un peu comme un rayon lumineux. Donc, si vous éclairez un tas d'ordures, la lumière ne devient pas sale. Si vous éclairez un monceau d'or, elle ne devient pas chère. La lumière révèle, mais elle n'est pas modifiée par ce qu'elle éclaire. Donc, l'idée, c'est que l'aspect fondamental de la conscience, c'est-à-dire le simple fait de connaître, la faculté de connaître par rapport, est lumineuse par rapport à, je sais pas, à ce micro, qui est totalement obscur du point de vue cognitif, parce qu'il a 0 faculté cognitive. Donc on va dire qu'il est sombre du point de vue de la connaissance. Donc cette faculté première de la conscience, elle permet les pensées de toutes sortes, aussi bien la haine que l'amour, mais elle n'est pas teintée par ce qu'elle permet. C'est un peu comme l'espace, qui n'est pas modifié parce qu'il y a des nuages ou pas de nuages, des oiseaux, pas d'oiseaux. Il permet le déploiement de tout ça, mais ce n'est pas modifié par ce qui se passe dans l'espace. Donc ça, c'est ça le fondement qui montre que le changement est possible. Parce que tout ce qui peuple maintenant notre paysage mental, c'est un tas de causes, de conditions, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on espère, de nos espoirs, de nos craintes. Donc tout ça, c'est des choses impermanentes qui naissent de causes et de conditions. Et donc on peut changer tout ça, on peut faire un peu le ménage, apporter de nouvelles causes et de conditions qui fait que peu à peu on devient un meilleur être humain, on peut mieux se mettre au service des autres. Donc c'est possible. Donc si c'est possible, ben, ça vaut la peine. Donc comment? Et ben là c'est là où les méthodes entrent en œuvre, comment est-ce qu'on peut peu à peu comprendre comment fonctionne notre esprit, cultiver les qualités qui sont bonnes aussi bien pour nous que pour les autres, hein, comme la bienveillance par exemple,
peu à peu éroder les défauts qui sont ni bons ni pour nous ni pour les autres, comme l'animosité, la haine, l'obsession, l'arrogance qui empoisonne la vie de tout le monde. Et donc c'est possible, donc ça vaut la peine. Donc c'est ça un peu l'idée de ce mélange d'ombre et de lumière. Et puis qu'est-ce que c'était l'autre ombre et lumière que tu disais? Le bien et le mal. Ah oui, le bien et le mal. Alors le bien et le mal dans le bouddhisme, c'est très simple. Il n'y a pas de bien et de mal écrit avec des lettres de feu dans le ciel, B ou M. C'est une éthique incarnée, c'est-à-dire c'est uniquement le bien et le mal que nos actions engendrent pour soi-même et les autres. Donc ça, c'est le critère. Est-ce qu'une pensée, la haine par exemple, ou la bienveillance, quelles vont être les conséquences pour les autres? Et c'est ça qui fait que l'on se demande si une action est éthique ou non. Donc, il ne faut pas caricaturer ce que disent ceux qui sont basés sur une déontologie absolue, notamment Emmanuel Kant, j'exagère un peu, mais néanmoins, il a dit qu'on ne pouvait pas, par exemple, faire un mensonge, même s'il s'agissait de quelqu'un qui poursuit quelqu'un pour l'oxyre, parce que si on ment, ça va détruire la fabrique de la vérité pour l'humanité tout entière. Donc c'était un exemple un peu extrême, mais qui montre que, dans ce cas-là, on pense que le mensonge est mal en soi, par soi, dans toutes les circonstances. Donc ça, c'est un point de vue. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler une éthique plus utilitaire. Alors c'est un mot qui peut être un peu dévoyé, mais utilitaire, ça veut dire qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Bien sûr que si un criminel poursuit un innocent, s'il me demande où il est passé, ben, je vais lui mentir, forcément. Je vais dire il est parti par là et dépêche-toi parce qu'il va t'échapper. Donc ça me paraît logique. Donc une éthique incarnée qui vise... Et du coup, ça reflète quelque chose de fondamental chez tous les êtres sensibles. À savoir que personne ne se réveille le matin en se disant que je souffre toute la journée et si possible toute ma vie. Alors on peut être dans la confusion la plus totale quant au mécanisme du bonheur et de la souffrance. On peut être une sorte d'addiction à cause de la souffrance, mais néanmoins, si on pouvait choisir, on préférerait quand même ne pas souffrir, même si on a des définitions très diverses du bonheur. Donc ça, c'est un peu le point commun de tous les êtres sensibles. Une chair n'a aucune envie qu'on lui fiche un couteau dans le ventre, un prof d'université, pareil. De ce point de vue-là, on est vraiment identiques. Donc, si en nous-mêmes, on reconnaît cette aspiration à ne pas souffrir, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas mettre sa main dans le feu en espérant ne pas être brûlé. Donc il y a certains discernements quant à ce qu'il est bon d'accomplir et ce qu'il vaut mieux éviter si on ne veut pas, encore une fois, se précipiter vers la souffrance. Donc une fois qu'on est conscient de ça, c'est pas trop difficile de se projeter dans l'esprit d'autrui et se dire que même s'il peut être très confus, comme moi parfois, néanmoins, au fond du fond, lui ou elle non plus ne souhaite pas souffrir. Donc si on est concerné par notre propre bien-être et on essaie d'éviter ce qui amène aux souffrances, du coup on se trouve naturellement concerné par le bien-être des autres et donc en conséquence, on va essayer d'agir dans le meilleur des cas pour faire du bien et en tout cas pour sûr d'éviter de faire du tort. Donc ça c'est le fondement de l'éthique bouddhiste, il y a le bien et le mal que cela fait aux autres. Mais c'est plus incarné. Alors, peut-être dernière question, avant que vous en posiez évidemment, car vous en avez certainement beaucoup à poser à M. Ricard. Obsession de journaliste, pardon, mais dans un monde, alors je ne vais pas parler de la politique nationale qui est un peu chaotique, mais dans un monde aujourd'hui très sombre, quand tu parles de lumière, est-ce que c'est pas naïf? Est-ce qu'on peut encore y croire, quoi? Oui, bon, je parle de lumière occasionnellement, mais on m'a dit ça à propos de l'altruisme. Parce que j'ai fait un livre de 900 pages, parce que j'étais passionné par le sujet, j'avais aucune intention de faire un livre de 900 pages. J'avais uniquement l'intention de montrer que l'altruisme véritable existe, c'est-à-dire du tout qu'on est tous altruistes et tout le temps, mais qu'au moins l'altruisme véritable existe. C'est-à-dire le syndrome du mauvais monde à penser que toutes nos actions, si on cherche bien, on trouve un motif égoïste, c'est de la science de fauteuil. Aucune étude scientifique n'a jamais montré ça, et tout le contraire. Aussi bien les philosophes que les scientifiques de psychologie expérimentale ont montré qu'il y avait des personnes qui se comportaient de manière vraiment altruiste, c'est-à-dire même s'il y avait un coût, même si, etc., et pas de récompense. Ils ont fait toutes sortes de dispositifs expérimentaux très ingénieux, notamment quelqu'un qui s'appelle Daniel Batson, pendant 30 ans. Il a une trentaine
de dispositifs expérimentaux, et la conclusion, c'est que l'explication de ce qu'il a observé était qu'il y avait des gens qui se comportaient véritablement pour faire le bien autrui et pas non plus pour en retirer quelque chose, etc. Donc l'idée, c'était de rappeler tout ça, de dire aussi qu'on peut le cultiver, cette faculté. Et voilà, donc je voulais faire un truc de 150 pages, puis après, je me suis rendu compte qu'il y a les forces contraires, c'est-à-dire ce qui peut mener au massacre de masse, de génocide, aux psychopathes. Donc il fallait étudier les forces contraires. Donc du coup, j'avais le noir et le blanc, on pourrait dire, ou le bien et le mal. Et ça faisait déjà pas mal de chapitres. Et je me suis dit, oui, s'il n'y a pas de solution, on met le noir, on met le blanc à côté, et puis on en reste là. Donc je me suis dû m'interroger sur ce que pouvait être une éducation éclairée, une économie positive, une harmonie durable. Enfin bon, de fil en aiguille, je suis arrivé à 800 pages. Donc, mais bon, alors, il remonte à peu près, je sais pas, à 12 ans. Et j'ai des amis journalistes, quand je les vois, ils disent « Ah, ton altruiste, regarde un peu ce qui se passe. » Mais c'est un peu comme si on dit... C'est un peu ma question. Oui, mais je sais bien, mais alors c'est un peu comme si on disait, quand il y a une épidémie, mettons, bon, je ne parle pas des épidémies récentes qui ont donné lieu à pas mal de controverses, mais mettons qu'il y a une épidémie de peste, et qu'on ait un médicament pour la peste, un traitement. Donc c'est comme si on vous disait « Ah ben non, ne parlez pas des médecins, des hôpitaux, il y a une épidémie, vous voyez bien, on a autre chose à faire. » C'est précisément le moment où les choses vont mal, où il y a une épidémie, qu'on a le plus besoin de l'antidote, de la cure. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que l'égoïsme forcené serait le concept fondateur pour relever les défis du XXIe siècle, c'est-à-dire la pauvreté au sein de la richesse, les injustices sociales, les questions de réchauffement climatique qui concernent les générations à venir. Alors, si c'est l'égoïsme qui va fonctionner, on ne va pas aller très loin. Groucho Marx, qui était mon marxiste favori, disait « Pourquoi je m'inquiéterais pour les générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Sauf que moi, j'ai entendu Stephen Forbes, un milliardaire américain, sur Fox News. On lui parlait de la montée des océans dans 100 ans. À l'époque, il y croyait encore un peu. Et il disait, je trouve absurde de m'inquiéter pour quelque chose qui va se passer dans 100 ans. Donc, il n'y a pas d'enfants, pas de petits-enfants, je m'en fous, après moi le déluge. Alors, évidemment, si on part comme ça, sur l'égoïsme, la crise climatique, nous, je ne pense pas qu'on verra le pire. 4 degrés, c'est même pas l'effet de serre, c'est l'effet d'étuve. Ça veut dire, en gros, d'après Johan Rockström et ses collègues, que l'humanité sera réduite à 1 milliard. On va dire, génial, il y a trop de monde. Mais ce n'est pas le contrôle des naissances ou qui deviennent moines ou nonnes, c'est des famines, des épidémies, des conflits qui feront passer de 8 à 1 milliard. L'humanité va survivre, sans doute, mais au prix de combien de souffrances qui peuvent être évitées. Donc c'est sûr que la considération d'autrui, aussi bien pour le court terme, pour une mère en Afrique qui a besoin de nourrir son enfant la semaine qui suit, que pour favoriser le bien-être dans la société, quand même ce ne serait pas une mauvaise idée, au travail, dans les transports, dans la vie sociale, que de se préoccuper sérieusement des générations à venir. Alors, il y a des philosophes des droits qui disent que les générations futures n'ont pas de droits, parce qu'un droit, ça doit être réciproque et on doit être conscient de ses droits. Alors ça, c'est une vision extrêmement hyper individualiste de la notion des droits de l'homme ou de la femme, parce qu'ils ont des droits naturels, à savoir que si on sait que nos actions aujourd'hui vont causer d'immenses souffrances, ils ont le droit naturel de ne pas être l'objet de ces souffrances en raison de nos actions inconsidérées. Donc ça ils vont exister pour sûr, ils n'ont pas de nom encore, ils n'ont pas conscience de leurs droits parce qu'ils n'existent pas, ils ne peuvent pas faire preuve de réciprocité parce qu'ils ne sont pas là, mais ils vont exister pour sûr, et en gros, ils diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. Donc voilà, donc l'idée c'est que l'altruisme ou la considération d'autrui est le seul fil d'Ariane qui permet d'asseoir autour d'une même table des gens qui veulent un monde meilleur, que ce soit des travailleurs sociaux, des hommes politiques, des investisseurs financiers, des scientifiques de l'environnement. Et le seul concept, c'est d'avoir davantage de considération d'autrui. On aura une économie qui sera au service de la société et pas le contraire. C'est-à-dire l'ensemble de la population au service de 10 personnes qui possèdent autant que le quart le plus pauvre de l'humanité. Donc en fait, leur liberté du fameux libre marché, comme le souligne Stiglitz dans son livre sur la liberté, c'est au détriment de la liberté de la majorité des gens. Donc ça, le fameux libre marché est biaisé par nature, il n'y a aucune forme de régulation.
Et également, donc, si vous voulez, que l'économie soit au service de la société, que effectivement on puisse donner les conditions qui permettent à tout à chacun de s'épanouir dans la vie et de prendre sérieusement en compte le sort des générations à venir, ça paraît la moindre des choses. Donc de ce point de vue, plus que jamais, la bienveillance, l'altruisme, la coopération est indispensable. Donc pareil, la lumière, on en a d'autant plus besoin qu'il y a des pannes d'électricité. Merci pour cette réponse, Mathieu. Maintenant, je vais peut-être vous poser des questions, Mathieu Ricard. En tout cas, je suis très honorée d'être ici, de vous entendre. Et j'ai dans ma chambre une très très belle photographie que vous avez réalisée qui trône dans ma chambre avec, on voit des Bouddhas, la lumière justement. Je crois que c'est un grand rassemblement de moines bouddhistes. Voilà, donc j'ai dans ma chambre. Et c'est vrai que dans notre famille, on aime beaucoup ce que vous faites. Et ainsi que vos ouvrages. Et j'ai une question à vous poser concernant, je dirais, le travail que vous faites sur l'âme, le travail de l'âme, etc., de se bonifier, le travail personnel que chacun doit faire. Et avec, justement, on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous voyez ça comme une menace par rapport, je dirais, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tout cas dans cette incarnation, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Le dire qu'il n'y a pas de danger, vraiment... ça n'a pas de sens, parce qu'il y en a véritablement. Comme le soulignent bien tous les penseurs comme Suleiman, ou bien Harari, ou Mogodat, c'est la première fois qu'il y a un produit d'intelligence humaine qui échappe finalement à l'intelligence humaine. Même les États totalitaires, donc par un moment de Staline, par exemple, en Russie, alors, au moment des empereurs romains, par exemple, vous avez des gars à cheval qui arrivaient dans un village et l'empereur dit ça, il faut faire ci, il faut faire ça, puis ils disparaissaient pendant un an, tout le monde s'en foutait en gros. C'est vrai. Alors après, il y a quand même eu de la communication, donc sous Staline, dans les villages, on observait les gens, ils dénonçaient les gens au moindre prétexte, donc, puis c'était centralisé, donc tout le monde était un peu sous la coupe de cette possibilité de transmettre l'information, mais néanmoins, même si c'était dans les mains des dictateurs, c'était dans les mains d'êtres humains. Alors évidemment, quand on ne sait plus pourquoi les décisions sont prises, parce que souvent on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui a mené à une décision, qui parfois peut être incroyablement juste, pour des diagnostics médicaux, pour des choses comme ça, mais à un moment donné, on perd la faculté, c'est plus nous qui finalement décidons. Donc un outil est neutre éthiquement. L'altruisme est constructif éthiquement, la haine non, au contraire, mais un outil, un marteau, ça peut servir à construire ou à détruire, de l'essence à brûler une maison ou à faire des kilomètres, ou à réchauffer le climat, mais en gros c'est éthiquement neutre. Donc même l'intelligence humaine est un outil. On peut l'utiliser pour faire le bien, à grande échelle, ce que ne peuvent pas faire les autres espèces, ou pour faire le mal à grande échelle, les bombes atomiques, les attentats, etc. Donc plus l'outil est puissant, plus les motivations pour l'utiliser et les conséquences sont graves. Et alors quand en plus l'outil, c'est un peu le titre d'un morceau de Boulez, le marteau sans maître. Quand l'outil devient indépendant, ça pose problème, on ne sait plus ce qui se passe. Et Harari pose bien le dilemme. Il dit par exemple, si l'intelligence artificielle qui manage beaucoup plus de données que ce qu'un chef d'État ou son état-major peuvent gérer, par exemple, que ce soit en Amérique ou en Russie ou ailleurs, vous dit dans une semaine ils vont vous lancer une bombe atomique sur la tête, et que c'est le résultat d'une analyse très profonde de centaines de milliers de données. Alors vous dites oui, c'est l'intelligence artificielle, elle n'est pas très fiable, on ne fait rien. Effectivement, s'il y a une bombe qui arrive, vous dites voilà. Et si vous réagissez en envoyant une bombe à votre tour, mais que c'était une erreur, vous vous rendez compte du dilemme. Mais on approche de ça. Notamment, j'ai vu récemment l'histoire aux États-Unis où, vous savez, au bout d'un certain nombre d'années, les prisonniers peuvent être libérés, je ne sais pas comment on dit en français, parole sur parole. C'est une remise de peine, non, pour bon comportement. Donc avant, c'est des interviews, les geôliers disaient ils se comportent bien, il doit s'être informé, etc., etc. Maintenant, c'est des questionnaires, une centaine de questions, remplis à la fois par la personne et par ses geôliers, et après, c'est l'intelligence artificielle qui décide.
Il y a un type qui était depuis 15 ans, il s'est apparemment pas mal comporté, mais on a refusé de le mettre en liberté. Bon. Et donc, il a demandé au juge, pourquoi? Expliquez-moi. Et on peut vous dire, parce qu'on ne sait pas comment le système a décidé. Et c'est comme ça qu'on décide maintenant. Maintenant, c'est le système. Il dit, écoutez, non, moi, je n'accepte pas. Donc, je ne sais pas où ça en est, mais il a donc demandé à son avocat de faire un procès contre le système, disant, moi, je veux bien pas être libéré si on me donne une raison, mais pas juste parce qu'il y a un système qui a décidé autant. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais en gros, l'idée, c'est ce que Mo Gaudat, c'est un des fondateurs de l'intelligence artificielle chez Google, qui maintenant a quitté, comme beaucoup d'autres, finalement, c'est comme un enfant qu'on éduque. Alors malheureusement maintenant, ils sont éduqués par ces algorithmes, par des... Vous savez, 75% du trafic de Facebook est par des gens qui sont des complotistes, qui propagent des messages de haine. En nombre d'abonnés. Mais ils monopolisent 70% du trafic, parce qu'ils n'arrêtent pas de poster des trucs, encore et encore et encore, comme Trump qui met des choses à 3h du matin, donc ils n'arrêtent pas. Donc si vous voulez, le problème c'est que c'est bien difficile d'éduquer des enfants qui sont complètement... on leur laisse leur faire tous leurs caprices, mais néanmoins, si on éduquait l'intelligence artificielle pour le bien, c'est-à-dire pour résoudre la famine en Guinée, quelle est la meilleure façon de procéder, ça peut être fait, pour apporter du bien-être à la société, basé sur la bienveillance. Il y a le fondateur, un de ceux qui a le père, on l'appelle le père de l'intelligence artificielle, j'ai oublié son nom maintenant, mais il disait, en fait, on devrait, de la même façon qu'il y a des garde-fous par rapport au comportement des parents, par rapport à leurs enfants, pour qu'ils les traitent bien, on devrait inculquer, de même qu'il y a l'instinct maternel, l'instinct paternel pour prendre soin de sa progéniture, qu'on trouve chez les animaux, chez les humains, qui est le point de départ de l'empathie, du soin de l'autre, et après qu'on a étendu à d'autres personnes, on devrait inculquer dans l'ADN même de l'intelligence artificielle la notion de faire le bien, et non pas d'être utilisé pour un outil pour faire le bien. Donc, il y a toutes sortes de gens qui essaient de travailler dans ce sens-là, mais évidemment, on risque d'être un peu dépassé par les événements, la vitesse à laquelle tout ça se propage, mais bon, les gens font ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, il faudra faire des régulations. Et il donne un très bon exemple, c'est que si on fait quelques centaines d'euros de fausse monnaie, on est garanti d'aller en prison. Bon, c'est grave, mais enfin bon, 200-300 euros de fausse monnaie, c'est pas la fin du monde. Si au moment de l'élection américaine, il y avait des gens qui faisaient, comme on appelle dit en français, une personnification, pas se faire passer pour quelqu'un. Une usurpation. Une usurpation. Donc ils ont fait dire des messages à Biden qu'il n'avait jamais dit. Et alors là, on dit, ah oui, mais c'est une influence importante. Il dit, ah oui, mais c'est une influence artificielle, ha ha ha. Mais non, ça devrait être. Les conséquences sont beaucoup plus grandes que de faire 500 euros de fausse monnaie. Donc ça devrait être passible de punitions beaucoup plus sévères, parce que ça joue finalement sur le sort d'un pays et d'une société. Donc tout ça, on est un peu pris de court, parce qu'en raison de la vitesse à laquelle ça se développe, et d'ici 10 ans, ça ne sera pas 2 fois, mais peut-être 100 000 fois plus puissant. Donc il y a un vrai dilemme. Et puis bon, sur les plans philosophiques, c'est la distinction entre intelligence et conscience. Et puis voilà, donc ça, c'est tout un débat. Bonsoir monsieur, merci de votre présence. Moi je voulais comprendre ce qui a motivé votre choix dans cette voie, dans le bouddhisme. Pourquoi pas avoir choisi une tradition qui était plus proche de la vôtre? Vous auriez pu être moine bénédictin, etc. Avec le recul, est-ce que vous pensez, et après avoir parcouru tout ce chemin de sagesse, vous aurez pu finalement arriver au même sommet de la montagne par un autre chemin, par une autre tradition? Oui, vous savez, les choses, des fois, tiennent à peu de choses. Hein. On parle du battement de l'aile des papillons au Brésil qui change le climat sur les côtes françaises. Le jour où j'ai été voir chez mon ami Arnaud Desjardins son film en cours de montage, j'aurais pu aller au Cinoche ou jouer au foot. Et probablement, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis allé voir ces films. Je les ai vus, je me suis dit, bon voilà, il y a 20 Socrate, 20 François d'Assise, en ce moment, dans l'Himalaya, j'y vais. Mais c'est bon, c'est le hasard de la vie, on peut dire ce qu'on veut. J'ai été élevé de façon laïque. Mon père a été élevé chez les jésuites à Lyon. Il avait une immense dette de gratitude vis-à-vis de ses professeurs qui lui enseignaient la rigueur, l'effort, la méthode.
Et après, il est devenu libre penseur, comme on dit. Ma mère est élevée chez les sœurs, mais pareil. Donc, j'ai été élevé laïquement dans un lycée. J'avais du respect pour toutes les religions, notamment celles que je voyais autour de moi, la religion catholique. J'ai été prédicateur dans les églises. Il m'est arrivé une ou deux fois d'assister à une messe, un enterrement, un mariage, mais bon, je n'ai jamais pratiqué. Je lisais toutes sortes de livres sur toutes les traditions, aussi bien le récit du pèlerin russe, les pères orthodoxes, les petites philocalies du cœur, Maître Eckhart, le Vedanta, Ibn Arabi. Moi, j'avais un oncle qui disait tout ça, René Guénon et compagnie. Mais c'était une connaissance intellectuelle, donc on en parlait, on discutait entre nous. Moi, j'étais un adolescent, mais il y avait des adultes qui en parlaient, donc j'ai un peu grandi dans mon adolescence dans ce genre de milieu, mais c'était pas, il y avait aucune pratique. Et donc, quand j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait en Inde, rencontrer ces maîtres spirituels, là, je me suis rendu compte que j'avais devant moi, je ne connaissais pas grand-chose au bouddhisme, j'avais devant moi ce que j'imaginais être la perfection humaine. Bon, je ne peux pas dire mieux. J'ai essayé de décrire dans les carnets d'un moine errant ce qu'était cette rencontre, mais on a toujours eu beaucoup de mal à trouver les mots pour décrire une personne qui représente cet idéal, mais néanmoins je l'ai vécu directement. Et donc je suis revenu et je me suis dit, ben voilà, si on peut devenir comme ça vaut la peine de marcher sur ses traces, même si je peux devenir 1% de ce qu'est cette personne, ça vaut la peine. Donc finalement, au fil du temps, c'est pour ça que j'ai décidé de suivre ce chemin. Au début, mon maître spirituel m'a dit, il y a énormément de choses intéressantes dans le bouddhisme, mais tu vas risquer de te distraire et de te perdre dans les textes. Donc il m'a enseigné certaines pratiques que je faisais tous les jours quand j'étais encore un pasteur. Donc j'avais une pratique spirituelle selon ses instructions. Et c'est seulement plus tard, lorsque je me suis établi là-bas, qu'il m'a dit, tu sais, maintenant tu pourrais commencer à étudier parce que ça te permettra de clarifier ta compréhension, de dissiper des doutes. Donc j'ai commencé à étudier les textes en tibétain. Et maintenant, j'ai traduit une quinzaine de volumes de textes du tibétain en français, en anglais. Donc récemment, j'ai 3 ans de travail pour un texte de 800 pages qui vient de sortir maintenant, qui s'appelle « Le trésor des instructions essentielles ». Vous ne trouverez pas ça dans les prises uniques, mais c'est les éditions Pan Macara pour ceux que ça intéresse. Et moi, j'ai mis autant de cœur à faire ça que des livres qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Et peut-être que si je devais garder 1 ou 2 textes, ça serait cela. Voilà, donc en gros, j'ai découvert le bouddhisme au travers de personnes qui en incarnaient, disons, la perfection. Et je me suis dit, ben voilà, si ça mène à ça, il doit y avoir quelque chose d'authentique derrière tout cela, et peu à peu. Donc, sous le fil de maintenant presque 60 ans, j'ai appris le tibétain, j'ai appris les textes, j'ai devenu interprète du Dalai Lama, j'ai pas mal travaillé, tout en pratiquant, parce qu'il ne suffit pas d'avoir connaissance intellectuelle des textes, c'est un peu comme d'avoir des ordonnances, d'accumuler les ordonnances sous son oreiller sans faire le traitement. Donc j'ai essayé de mélanger les deux, faire des retraites contemplatives et en même temps d'étudier. J'aurais pu trouver une autre tradition, mon chemin m'a amené là, et une fois que c'était complètement satisfait, j'ai pas besoin de chercher ailleurs, avec tout le respect que je dois pour les autres traditions. Alors le Dalai Lama dit très souvent, il voyage plus maintenant, je ne suis pas venu faire 1 ou 2 bouddhistes de plus, mais à partager ce qui m'est cher. Il vaut mieux que vous gardiez votre tradition, parce qu'après vous allez vous trouver un peu assis entre 2 chaises. Quand c'était en France et que j'étais à côté de lui en tant qu'interprète, il peut y avoir des exceptions. Il dit comme ce moine à côté de moi, qui trouve dans le bouddhisme ce qu'il cherche, donc chacun est libre. Mais en règle générale, il vaut mieux approfondir ses propres traditions, c'est plus sûr que d'aller chercher à droite à gauche. Bon, chacun est libre de choisir, bien sûr. Une autre question? Et qu'en pensait votre père? Pardon? Qu'est-ce qu'il en pensait, votre père? Alors, mon père, donc j'ai admiré quand même ça. Du coup, ça n'a pas été un pugilat. Et j'ai vraiment, j'ai profondément apprécié le fait qu'il était très ouvert. Et lui, il était curieux, parce que le bouddhisme commençait à être un peu, disons, à la mode, comme on dit. Et son idée, c'était que les Grecs avaient essayé de répondre à 3 questions. Donc, comment gouverner la cité? Donc, on en est arrivé à la démocratie, le moins pire de tous les systèmes possibles. Que puis-je connaître? Et d'après mon père, il disait, en gros, la science répond à cette question. Et comment mener mon existence? C'était une des grandes questions des philosophes grecs.
D'après lui, après Spinoza, c'est une question qui a été abandonnée par les philosophes modernes, qui ont voulu reconstruire des édifices comme si personne n'avait jamais réfléchi avant eux, expliquer le monde déconnecté de finalement comment devenir un meilleur être humain. Et il avait le sentiment que peut-être le bouddhisme comblait en partie ce manque. Donc c'est ça qu'il voulait savoir, puis il voulait comprendre aussi pourquoi j'étais parti. Et donc voilà, c'était une discussion très très ouverte. Moi j'avais essayé de préparer un peu la chose. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'avais lu son histoire de la philosophie, qu'il a écrite comme s'il était dans une île déserte. Donc il a complété les citations après, mais sinon il l'a écrit sans rien regarder. Et donc j'avais fait une liste d'une vingtaine de questions. Quand j'ai montré au début, il m'a dit « Mais t'es fou, c'est tout ce que l'humanité a discuté depuis 20 siècles. » Et puis le dernier jour, il est revenu avec ma liste, il dit « On n'a pas parlé de ça et tout. » Donc si vous voulez, après on a fait une tournée en France, aux États-Unis, et en fait, si vous voulez, parfois c'est lui qui défendait un peu les avantages du bouddhisme à notre époque. Enfin, en fin de compte, il a tout à fait, disons, confortable avec l'idée que le bouddhisme apportait des réponses à cette idée, comment devenir un meilleur être humain. Il a dit, j'ai jamais souscrit à tout le côté un peu transcendant ou métaphysique du bouddhisme. Et donc, à la fin, si vous voulez, on a fait tout au Népal, sauf le dernier chapitre, je suis allé le voir en Bretagne, et à la fin, il dit, la vie, finalement, je peux être que pessimiste, parce que ça se termine par la mort, donc je ne peux pas être autre chose que pessimiste. Je dis quand même, qu'on ait une seule vie ou une quantité de vie, c'est pas la question. Est-ce que de toute façon, de devenir un meilleur être humain, jour après jour, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire? Et là, il a fait une petite pirouette. Il a dit, ben, pour le plaisir de nos lecteurs, je te laisse, puisque ta réponse ton idée est un peu plus optimiste, je te laisse le dernier mot. Bon voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais ceci dit, il n'était pas très loquace quant à ses émotions, mais il a confié à un de ses collègues, à Hélène Thérèse d'Ancos, que ce livre avait été très important pour lui sur la fin de sa vie. Donc je pense que notre dialogue lui a apporté aussi quelque chose. Alors en gros, on n'a jamais été fâchés, mais c'est vrai que ça nous a fait complicité, notamment quand on a voyagé aux États-Unis et tout, c'est très sympa. Je vous donne une anecdote quand même. Alors, mon père, il était très sympa, mais il avait tendance un petit peu à abuser de la bouteille. Donc nous étions à la Divinity School à Harvard. Et il s'était préparé un peu, voilà, un peu en poussant un tout petit peu sur la bouteille. Donc il parlait très lentement, mais malgré tout, il gardait son intellect très puissant. Et moi, je parlais un peu plus vite, comme vous voyez, pour rattraper le truc. J'avais 2-3 amis que je connaissais bien dans la salle. Et donc à la fin, il y avait un grand amphithéâtre, il y a un étudiant qui s'est levé et qui a dit « Mr. Ravel, what do you think about love ?» Alors mon père, I'm totally in favor of love. Alors là, c'est un grand éclat de rire, c'était la fin de la conférence. Et à la fin, dans les coulisses, il me dit, les Américains, c'est facile, je vais faire une bonne blague. Voilà. Donc, on s'est bien amusé. Une dernière question. Pas étudiant, mais il y a quelque chose qui a fait écho en moi, ce que vous disiez tout à l'heure, avant qu'on commence à salle de questions, c'est on s'assoit autour de la table et comme on a tous quelque chose de bon à l'intérieur de nous, on va trouver une réponse à plein de choses. On a tous ça en tête, on sait tous que oui, c'est simple, c'est très bien. En France, on a un gouvernement aujourd'hui, sans même parler du climat, qui est d'accord pour dire qu'il faut, et des oppositions qui sont d'accord pour dire qu'il faut un budget, par exemple. Ils sont tous d'accord et ils partagent ce constat. Mais ils n'arrivent pas à se mettre autour d'une table. Parce qu'ils sont des enfants de 4 ans qui sont un peu capricieux et puis ils pensent qu'à leur agenda, on va dire, ils n'arrivent pas à se mettre autour d'une table. Et puis il y a peut-être pire qu'eux. Il y a aussi des gens qui, enfin je ne cite pas d'autres exemples, hein, on a quand même un dictateur russe qui cherche toujours des nazis dans le pays d'à côté en envoyant des missiles sur les immeubles d'habitation. Je ne vais pas citer d'exemple outre-Atlantique parce que ce serait puesque. Mais on a aussi d'autres gens, on a ceux qui ne partagent même pas le constat. On a ceux qui sont plus dans la réalité. On a des gens qui nient que le climat se réchauffe dangereusement, entre autres. Alors j'ai une question. Oui. Et vous avez toute votre vie pour nous envoyer des messages pour les trouver. C'est qui on assoit autour de la table et surtout comment on gratte ces sédiments dont vous parliez tout à l'heure pour trouver la pépite d'or à l'intérieur des gens. Parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, en tout cas moi, moins je la vois.
Ouh, quelle question. Je n'entends pas très bien parce que les haut-parleurs, ça marche pas très bien avec les oreilles là. C'était quoi exactement? Oui, je vois à peu près. Bon. Alors, vous savez, il y a un peu ce qu'on appelle l'exception française en psychologie sociale. J'étais aux États-Unis, aux Nations Unies, avec un groupe de scientifiques, dont Daniel Kahneman, Joseph Stiglitz, des neuroscientifiques. Et puis c'était un peu lié au mouvement en Bhoutan qu'on appelle le bonheur national brut, qui n'est pas un truc idiot en fait. C'est simplement d'avoir 3 index. Index de richesse sociale, richesse environnementale et richesse financière. Donc, par exemple, la richesse sociale, c'est que si vous fumez, c'est très bon pour le PIB. Après, vous allez à l'hôpital avec un cancer, c'est bon pour le PIB. Après, les pompes funéraires, c'est bon pour le PIB. Sauf que c'est pas bon pour la richesse sociale, donc interdiction du tabac au Bhoutan. Bon, très simple. 6 millions de morts par an, on évite au moins cela. Non. C'était un peu un débat, donc c'était d'abord une journée à Columbia, puis aux Nations Unies. Et donc, à cette occasion, donc il y avait la réunion à Columbia avec Jeffrey Sachs et d'autres. Daniel Kahneman et des scientifiques ont dit c'est bizarre cette exception française, finalement de râler un peu. En gros, quelqu'un a dit c'est comme des Italiens qui râlent tout le temps, la différence avec l'italien. Et ils se sont dit c'est pas normal, ça ne doit pas être vraiment qu'ils sont mécontents, c'est une manière d'apparaître et ça fait bien d'avoir l'air d'être mécontent de tout. Et leur idée, c'était en fait de mesurer, parce que le mécontentement, ça se mesure par les hormones liées au stress, hein, le cortisol notamment. Il y a différentes façons. Et leur hypothèse, alors finalement ils ne l'ont pas fait, mais Daniel Kahneman, Richard Davidson, c'était quand même des gens de haut niveau, c'était de prendre une population de, je ne sais pas, 200-300 Français, de leur poser des questions, est-ce que vous êtes satisfait de la vie de tous les jours, de votre régime, etc. Et de voir qu'en fait, ils n'étaient pas profondément mécontents au fond d'eux-mêmes, mais que c'était une façon d'avoir l'air, une sorte de pause. Bon, je sais, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que, moi j'ai pas mal voyagé, c'est un petit peu la tendance, quoi. On a du mal à s'entendre, on a du mal à coopérer, à prendre les choses ensemble, finalement pour œuvrer ensemble vers un monde meilleur, et comme disaient Bertrand Russell et Kofi Annan tous les deux, la coopération est la seule solution pour faire face aux défis du XXIe siècle. Donc constamment se tirer dans les pattes et se déchirer, c'est sûr que c'est pas une bonne idée, quoi. Donc et c'est lié aussi un tout petit peu à cette tendance à l'hyper-individualisme, que tout le monde est exceptionnel, unique, et qu'on ne peut pas se réconcilier. Donc l'idée c'est plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre davantage l'accent sur notre humanité commune, sur l'indispensabilité d'œuvrer ensemble pour les très grands défis, qui sont beaucoup plus que les élections, qui sont le sort de la biodiversité, et de se rendre compte que si on ne fait pas ça, ben, c'est vrai qu'on va vers de grandes difficultés, que ce soit pour résoudre les conflits. Il n'y a pas finalement une paix qui n'a pas commencé par une forme de désarmement intérieur. Le Bouddha a dit, si la haine répond à la haine ne cessera jamais, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas de dire, oui, vous avez raison, je le reconnais, c'est simplement dire, bon, ça suffit, brisons le cycle de la haine. Il y avait un livre de Simon Wiesenthal sur qui s'appelle comment ça s'appelait déjà, les fleurs, les sunflowers en anglais, je ne sais pas, j'ai oublié le nom en français. Hein? Comment vous dites? Oui. Donc, si vous voulez, moi, ils m'ont demandé, ils ont rajouté des chapitres au fur et à mesure, mais si vous voulez, c'est l'histoire d'une personne juive qui était dans un camp de concentration et tous les jours, il sortait pour aller travailler dans un hôpital. Et un jour, on lui dit, voilà, il y a un jeune nazi qui est mourant et qui veut demander pardon à un juif, parce qu'il avait brûlé toute une famille dans une maison, ils étaient tous morts carbonisés. Et donc il est arrivé, il était mourant, et donc il a pris les mains de cette personne, il lui a essuyé le front en sueur, il l'a écouté, il l'a aidé, mais il n'arrivait pas à pardonner en pensant qu'il ne peut pas pardonner au nom de tous ceux qui avaient souffert, et que lui, s'il pardonnait, cette personne n'avait pas fait de mal directement, ça n'avait pas de sens. Et après, il s'est demandé s'il aurait dû le faire, parce qu'il avait visiblement un remords au moment de ses derniers souffles.
Et donc, il y a toutes sortes d'autres personnes qui ont répondu. On m'a demandé, Michel va faire un chapitre. Et moi, je me souviens de l'idée que c'est simplement de ne pas perpétuer le cycle de la haine. Il y avait ce couple d'Afrique du Sud dont la fille avait été battue à mort sans raison dans une rue. Et au procès, les parents ont dit aux voyous qui avaient fait ça, nous ne voulons pas vous infliger ce que vous avez fait à notre fille. Donc c'était pas pardonner dans le sens de c'est pas si grave, bien sûr ça avait brisé leur vie, mais ils ne voulaient pas en faire des morts de plus en les faisant condamner à mort, autre chose. Ah, ça suffit. Donc l'idée c'est pas de négliger le sort des victimes, c'est pas d'être en une sorte de tolérance pour le mal, c'est simplement qu'à un moment donné il faut arrêter. Donc ça va aussi bien pour les grandes choses qui mènent à des guerres, qui commencent par une pensée de haine qui se répand. Comme le dit Dama, il n'y a pas de désarmement extérieur sans désarmement intérieur. La paix, c'est pas simplement d'arrêter de faire la guerre, mais c'est valable aussi pour toutes les querelles internes, les querelles de chapelle, les querelles de partis. Et à un moment donné, il faut quand même s'unir pour faire face aux défis qui sont immenses. De la précarité au sein de la richesse, de la question environnementale, de la justice sociale, il y a tellement à faire. Puis quand on parle de service public, enfin, des hommes politiques, c'est au service des autres. Fondamentalement, c'est pas pour promouvoir leurs intérêts. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fini par échouer un certain nombre de fois au forum de Davos. Et une fois, il y avait une entreprise qui faisait un dîner sur justement qu'est-ce que c'est qu'un bon leader. Ils avaient invité Christine Lagarde. Et puis elle n'a pas pu venir, et il y a quelqu'un qui m'a dit ce qu'il devait venir à sa place. Je lui ai dit, bon, il va être un peu surpris de voir arriver à moi de ministre. Et c'était modéré par la rédaction chef de New York Times. Je dis, bah dites donc, les gars, ils vont se dire, bah, on attend Christine Lagarde, on va apparaître un mec en rouge là. Finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? C'est quelqu'un qui est au service de la société, de l'entreprise, et puis de la société au point de vue large. Donc il met toutes ses capacités, qui si est un leader, sont censées être meilleures que celles des autres, encore que ça se discute. Bon. Mais en même temps, c'est ça l'idée. Hein, c'est pas de se faire mousser. J'ai entendu dans un autre symposium, le leader d'une grande banque européenne, je ne vous dirai pas laquelle, c'est pas en France, qui était payé 4000 fois plus qu'un employé moyen. Et on m'a dit, mais quand même, c'est beaucoup. Il a dit, je le mérite. Bon, ben, écoutez-moi, moi, 4000 fois plus intelligent que ben, je ne suis pas sûr. Hein. Bon, toujours est-il que l'idée d'être au service de la société, on parle bien du service public. Les gens qui sont dans l'État, on dit c'est un public servant en anglais. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est pas être le grand chef, c'est être on a été élu pour servir le peuple. Donc, il y a quand même des idéaux qu'on devrait... Churchill disait, un homme d'État prend aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Eh bien, il faudrait que les chefs d'État, à mon humble avis, soient élus de façon non... on ne puisse pas être élus 2 fois, de sorte qu'ils aient le courage de prendre les décisions nécessaires, notamment pour l'environnement, même si c'est impopulaire, au lieu de se dire, bah, si je fais ça, ma cote va baisser, mon parti va perdre, et on est foutu. Ben non, il faut avoir le courage de faire ce qui semble être juste. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Merci Mathieu, et puissent nos gouvernants ce soir t'entendre. Hein? Puissent nos gouvernants t'entendre ce soir. Oui, alors, il y a un type à Lyon, j'ai rencontré une fois, autant je faisais des conférences, il est venu vers moi, un monsieur très bien, 50 ans, avec une cravate, il m'a dit, Ganesh m'a dit, vous présentez le président de la République. Je dis, bon, là, c'est gagné, là. Si Ganesh l'a dit, c'est tout bon. Ce sera la parole finale de ce soir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.